Au Moyen-Âge, l'eau était omniprésente mais suspecte. Dans les villes, les rivières recevaient déchets et sang des abattoirs. Dans les campagnes, les puits pouvaient être pollués par ruissellement et fosses. Pourtant, on ne peut pas dire que l'eau était totalement bannie. C'est le cas des plus pauvres qui en buvaient quand ils n'avaient rien d'autre sous la main. Raison pour laquelle, lorsque cela était possible, on la faisait bouillir pour préparer des tisanes ou on la mélangeait au vin ou à la bière, ce qui réduisait les risques. Dans les registres urbains, on trouve même des interdits visant à protéger des fontaines et puits publics. Mais avant d'approfondir cela ensemble, découvrons une boisson de notre époque qui, je suis certain, aurait fait fureur au Moyen-Âge. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une marque européenne de boissons sous forme de poudre à diluer dans 500 ml d'eau, avec une grande variété de goûts frais et fruités pour tout le monde et surtout des arômes et des colorants naturels. Au Moyen-Âge déjà, l'eau était précieuse, mais souvent suspecte. Dans les villes, on la mélangeait à du vin ou on la parfumait d'herbes pour la rendre plus sûre. Aujourd'hui, avec Oli, il suffit d'un simple sachet pour transformer ton eau en une boisson savoureuse, sans sucre et sans ingrédients douteux. Leur promesse est simple, zéro sucre, zéro taurine, zéro conservateur. Uniquement des arômes naturels, des extraits de plantes, des vitamines et des antioxydants. Tout ça avec un maximum de goût. Oli propose plusieurs gammes, Iced Tea, des thés glacés rafraîchissants aux saveurs comme pêche, citron ou mûre, hydratation, des boissons enrichies en électrolytes pour mieux s'hydrater au quotidien ou pendant le sport. Et enfin Energy, une boisson énergétique plus clean grâce à la New Caf, une caféine qui dure plus sur la durée sans le crash classique que vous pouvez connaître. Comme les voyageurs médiévaux qui emportaient leurs gourdes partout, Oli propose ses shakers et gourdes modernes pour réduire les déchets et les emmener partout avec soi. C'est bien plus écologique car c'est beaucoup moins d'emballage que les boissons classiques. Adieu donc les bouteilles en plastique et bienvenue à des gourdes réutilisables et stylées. Tous ces produits sont disponibles en pot ou sachet de poudre, avec une petite cuillère doseuse incluse. Bien plus pratique que de descendre un seau dans un puits comme au XIVe siècle. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour l'Iced Tea pêche. C'est frais, c'est bon, et franchement, je verrais bien des nobles médiévaux troquer leur eau épicée contre ça. La gamme Energy est également géniale, son dosage en caféine étant idéal pour garder la pêche. Au Moyen-Âge, les gens cherchaient l'énergie ailleurs, dans la petite bière, l'hydromel ou autres boissons fermentées qui accompagnaient le quotidien. Avec Oli, on retrouve cet effet coup de fouet, mais sans alcool ni fermentation. Si vous hésitez encore, sachez qu'il existe des packs découvertes avec un mélange des meilleures saveurs, parfait pour trouver son goût préféré. En plus, avec le code de réduction HERODOC5, vous aurez 5 € de réduction sur toutes les premières commandes dès 14,99 € d'achat. En cliquant sur le lien dans la description, c'est automatiquement activé. Et il y a même le code HERODOC qui vous donnera 10% de réduction sur toutes les commandes récurrentes. Enfin, la livraison est offerte dès 49 € et effectuée entre 4 à 7 jours ouvrés. Merci encore à Oli pour leur confiance. Et souvenez-vous, si au Moyen-Âge boire de l'eau était risqué, aujourd'hui grâce à Oli, c'est devenu un plaisir sain, amusant et écologique. Et maintenant, retour à notre vidéo. À première vue, l'eau semble la boisson la plus naturelle. Pourtant, au Moyen-Âge, elle inspire souvent de la méfiance, surtout dans les villes. Les centres urbains, denses et peu hygiéniques, rejettent leurs déchets dans les rivières. On y retrouve des eaux usées, des restes alimentaires, des sels humains, mais aussi les rejets des ateliers comme les tanneries, abattoirs et teintureries, connus pour polluer fortement les cours d'eau. Boire directement l'eau d'une rivière urbaine pouvait effectivement exposer à des maladies, même si les contemporains raisonnaient davantage en termes d'eau corrompue ou malsaine que de bactéries au sens moderne. Cependant, on ne peut pas affirmer que les médiévaux ne buvaient jamais d'eau. C'est une exagération très répandue. Dans la pratique, l'eau reste consommée, surtout lorsqu'elle provient d'un puits, d'une source réputée propre ou d'une fontaine entretenue. Dans les campagnes, les puits et les sources étaient souvent protégés. Beaucoup de communautés villageoises et urbaines imposaient des règles interdisant de souiller les points d'eau. Ainsi, laver le linge, faire boire les animaux ou bien même jeter des déchets était passible d'amende. À Paris, des ordonnances rappellent régulièrement de préserver la propreté des fontaines publiques. À Londres, certaines infrastructures comme le Great Conduit, à partir du XIIIe siècle, amenaient l'eau depuis des sources plus éloignées et considérées comme plus saines. Malgré cela, l'eau était perçue comme une boisson simple, souvent associée aux classes populaires. Les élites et les citadins aisés
préféraient fréquemment le vin ou la cervoise, qu'ils pouvaient aussi mélanger avec de l'eau pour en adoucir le goût ou la rendre plus légère selon les conceptions médicales de l'époque. Dans les foyers, on faisait bouillir l'eau pour préparer des bouillons et des tisanes, considérés comme plus sûrs et plus bénéfiques pour la santé. Dans les monastères, l'eau avait également une dimension spirituelle. Elle servait non seulement à la vie quotidienne, mais aussi aux pratiques ascétiques. Boire uniquement de l'eau pouvait être vu comme un exercice de sobriété volontaire, un retour à la simplicité et à la pureté. Parmi toutes les boissons, le vin occupait une place centrale. Il était sacré, économique et social. Dans la messe chrétienne, il représentait le sang du Christ. Sa présence était donc indispensable dans toutes les églises, des cathédrales aux petites paroisses. Dans les cours seigneuriales, le vin était signe de richesse. Les nobles préféraient les vins clairs, réputés plus raffinés. Le vin de Bordeaux, le fameux claret, exporté massivement vers l'Angleterre dès le XIIe siècle après l'union d'Aliénor d'Aquitaine et Henri II, était léger, pâle et très apprécié dans l'aristocratie anglaise. A l'inverse, le peuple devait se contenter de vins plus grossiers ou de piquettes, obtenus en arrosant de nouveau le marc de raisin pressé, une boisson tellement faible en alcool que certains milieux populaires la surnommaient ironiquement le vin des gueux. Les moines jouaient un rôle majeur dans la viticulture. Les abbayes de Bourgogne, comme Cluny ou Cîteaux, perfectionnaient la culture de la vigne et les méthodes de conservation. Les registres monastiques montrent une attention particulière à la qualité du vin de messe, considéré comme une offrande digne de Dieu. Dans certaines abbayes, le célérier devait goûter chaque tonnelet avant la liturgie, et ce afin de vérifier qu'il n'était ni trop acide ni altéré. Le vin médiéval n'avait rien à voir avec les crus limpides et stables que nous connaissons aujourd'hui. Il pouvait être acide, trouble ou s'abîmer rapidement, car il n'existait aucun procédé de stabilisation comparable aux techniques modernes. Pour améliorer sa saveur, on le coupait d'eau, on y ajoutait du miel, des herbes ou bien des épices. Dans les banquets aristocratiques, on servait souvent de l'hypocras, un vin chaud, sucré et épicé, considéré comme une marque de raffinement. Chez certains princes, comme dans les cours bourguignonnes, des sources médiévales mentionnent même l'usage de tonnelets d'hypocras pour clôturer les festins prestigieux. Consommer du vin, c'était afficher son rang. Plus la coupe était grande, plus l'hôte montrait sa générosité et sa puissance. On connaît même des cas où des seigneurs faisaient fabriquer des gobelets volontairement démesurés, et ce pour impressionner, voire humilier leurs invités, afin de prouver l'abondance de leur cave. Le vin n'était donc pas qu'une boisson, c'était un outil social, religieux et politique, un symbole visible de prestige dans une société où la table disait souvent plus que les mots. Si le vin était la boisson des élites et des prêtres, la cervoise, puis la bière, furent celles du peuple. La cervoise, ancêtre de la bière, était fabriquée à base d'orge et d'avoine, sans houblon. Elle était épaisse, nourrissante et de faible degré alcoolique. On y ajoutait parfois un mélange d'herbes appelé gruy pour l'aromatiser. À partir du XIVe siècle, le houblon se répandit surtout en Europe du Nord et de l'Est. Il apportait à la bière un goût amer et surtout une meilleure conservation, ce qui facilita son commerce. L'Angleterre distingua alors ale sans houblon et beer avec houblon. La bière était une boisson quotidienne, consommée du matin au soir. Les enfants eux-mêmes buvaient une petite bière très faible, plus sûre que l'eau. Pour les paysans, elle représentait une part essentielle de l'alimentation, car elle apportait des calories supplémentaires. Dans certaines régions, la consommation annuelle pouvait dépasser 200 litres par personne. Des règlements encadraient la production. En Angleterre, la Size of Bread and Ale, datée de 1266, fixait prix et qualité pour éviter les abus. Les brasseries urbaines se développaient, fournissant tavernes et marchés. Les archives rapportent même des amendes infligées aux alewives, accusés justement d'avoir vendu une cervoise trop faible ou bien frauduleuse. Dans plusieurs villes anglaises, dont York, certaines furent condamnées au cucking stool,
un tabouret basculant dans l'eau froide, utilisé comme punition infamante pour les vendeuses malhonnêtes. Avec l'essor des villes, les brasseries urbaines se développèrent, fournissant tavernes, marchés et chantiers. Certaines cités, comme Bruges ou Hambourg, virent émerger de véritables corporations de brasseurs capables de produire des quantités impressionnantes. La bière devint alors un élément structurant de la vie sociale. On y trinquait pour conclure une affaire, sceller un accord ou bien tout simplement supporter les longues soirées d'hiver. L'hydromel, boisson de miel fermenté, plongeait ses racines dans les traditions antiques et celtiques. Dans la Scandinavie médiévale, il restait associé aux festins guerriers. En Bretagne et dans certaines zones rurales, on continuait d'en produire, mais de manière modeste. Le miel était une ressource précieuse, l'hydromel restait donc rare. Il était davantage une boisson de prestige ou de rituel. Son goût sucré le distinguait du vin ou de la cervoise. Dans les récits mythologiques nordiques, l'hydromel était boisson des dieux et des héros, ce qui renforçait son aura symbolique. Au Moyen-Âge central, il perdit progressivement du terrain face au vin et à la bière, qui étaient plus faciles à produire en grande quantité. Mais il garda une place particulière. Dans certaines régions d'Europe du Nord, l'hydromel réapparaissait lors des grandes fêtes, des noces ou bien des réunions de guildes. Certains monastères en fabriquaient aussi en petite quantité pour l'offrir comme boisson de bienvenue aux visiteurs importants ou pour les célébrations religieuses exceptionnelles. Ainsi, même s'il n'était plus central dans l'alimentation, l'hydromel demeurait une curiosité recherchée associée à la fête, à la tradition et au prestige. Dans les régions sans vignes, comme la Normandie, la Bretagne et certaines parties de l'Angleterre, les habitants se tournèrent vers les vergers. Le cidre, obtenu par fermentation des pommes, et le poiré, issu des poires, devinrent ainsi des boissons locales populaires. En Normandie, des chartes et registres monastiques du XIIIe siècle mentionnent déjà des pommerets soigneusement entretenus, et certaines abbayes comptabilisaient les récoltes destinées au cidre. Leur production ne nécessitait pas de techniques aussi élaborées que la viticulture. On pressait les fruits, on laissait fermenter, et quelques semaines plus tard, on obtenait un breuvage parfois pétillant, parfois doux, parfois acide. Dans plusieurs villages normands, les pressoirs banaux appartenaient aux seigneurs. Les habitants devaient y presser leurs pommes et payer un droit en nature, souvent un seau de moût, ou bien une part de leur production. Ces boissons étaient moins prestigieuses que le vin, mais elles constituaient une alternative essentielle. Dans les campagnes de l'Ouest, elles représentaient même l'identité des communautés rurales. À partir du XIVe siècle, certaines villes, notamment en Normandie, commencèrent à réglementer la vente du cidre sur les marchés. Des manuscrits anglais du XVe siècle évoquent aussi la consommation de poirets lors des fêtes paroissiales, où l'on partageait des cruches entre voisins après les moissons. Dans plusieurs régions, offrir du cidre était un geste d'hospitalité, un symbole simple, mais profondément enraciné dans le terroir. Les monastères médiévaux furent des lieux d'innovation. Les règles bénédictines autorisaient le vin en quantité modérée, et dans les régions du Nord, les communautés adoptèrent naturellement cette règle à la bière, devenue une boisson quotidienne dans de nombreux établissements. Les moines de Cluny, Cîteaux, Saint-Gall, mais aussi de nombreuses abbayes locales, cultivaient vignes et céréales. Ils amélioraient la qualité des boissons, expérimentaient des méthodes de conservation, de clarification ou bien d'aromatisation. À Cîteaux, les écrits monastiques montrent le soin apporté au choix des parcelles bien exposées, et ce, afin d'obtenir un vin plus fiable et moins sujet aux altérations. Dans plusieurs abbayes bourguignonnes, on retrouvait des celliers où les moines consignaient méticuleusement l'évolution de leur vin, afin de savoir s'il tournait, devenait trop acide ou soufflait à l'ouverture des tonneaux. Ces phénomènes d'effervescence, encore mal compris, apparaissent déjà dans les régions froides à la fin du Moyen Âge, notamment en Champagne et en Picardie.
Les moines notaient parfois que certains vins reprenaient vie au printemps, une fermentation secondaire spontanée, très éloignée de la méthode moderne, mais qui préfigure l'observation des vins effervescents. Les monastères développaient aussi des élixirs médicinaux à base de plantes. Ces préparations, souvent alcoolisées, servaient de remède. Certaines traditions ont perduré, donnant naissance beaucoup plus tard à des liqueurs emblématiques comme la chartreuse ou la bénédictine. En plus de leur rôle spirituel, les abbayes étaient de véritables centres de savoir-faire agricole et technique. Leur production de boissons participait à leur richesse et à leur rayonnement. Certaines, comme Saint-Gall, brassèrent suffisamment pour vendre leur surplus aux voyageurs et aux marchés voisins. D'autres, notamment dans les régions normandes ou anglaises, devinrent des références locales pour la bière. Ainsi, les monastères ne se contentaient pas de prier, ils expérimentaient, produisaient, observaient et perfectionnaient. Ce n'est pas pour rien qu'une partie des techniques européennes de fermentation trouve effectivement ses premières bases au cœur de ces communautés religieuses. Les croisades et le commerce méditerranéen introduisirent de nouvelles saveurs. Le sucre, rare et cher, commença à être importé en petite quantité depuis Chypre, la Syrie franque ou bien la Sicile. À Paris, les sources de la fin du Moyen-Âge le décrivent parfois comme le sel des confiseurs, tant son prix le rendait inaccessible au commun. Il n'était utilisé que pour les recettes les plus prestigieuses, souvent réservées aux tables princières ou bien aux ateliers d'apothicaires. Les épices telles que la cannelle, le clou de girofle ou bien le gingembre étaient elles aussi onéreuses. Leur arrivée dans les ports de Gênes, Venise ou bien Marseille dépendait des caravanes orientales et les taxes seigneuriales pouvaient doubler leur prix avant même qu'elles n'atteignent les marches du Nord. Dans les cuisines aristocratiques, on les utilisait pour relever les vins médiocres ou bien pour donner du panache à un mets ordinaire. Une chronique bourguignonne raconte même qu'un intendant se fit sévèrement réprimander pour avoir mis trop peu de gingembre dans le vin de son maître. Comme on l'a dit précédemment, l'hypocras, vin sucré et épicé, servait à la fin des banquets aristocratiques. C'était une boisson luxueuse, filtrée à travers un manchon d'hypocras en tissu serré. On en trouve la trace dans les contes de la cour d'Angleterre, où l'achat d'épices destiné à ce vin final est régulièrement consigné. Ces ajouts ne servaient pas seulement à améliorer le goût, mais aussi à afficher richesse et cosmopolitisme. Pour les élites, posséder un coffret à épices ou un pot de sucre était un symbole de statut. Dans certaines villes comme Bruges ou Avignon, les marchands les plus prospères offraient parfois un sachet d'épices exotiques à leurs invités, un geste de prestige rare. Le simple fait de parfumer le vin rappelait que l'on appartenait à un milieu ouvert sur le vaste monde méditerranéen où les routes du commerce façonnaient déjà une part du luxe européen. La médecine médiévale associait boisson et santé. L'école de Salerne, en Italie, produisit le Regimen Sanitatis Salernitatum, un ouvrage très diffusé en Europe qui recommandait vins, décoctions ou infusions selon les saisons, les humeurs et les tempéraments. Le texte précise par exemple que le vin rouge réchauffe tandis que le vin blanc rafraîchit, reflétant ainsi la vision humorale héritée de l'Antiquité. Pour préparer des vins médicinaux en y ajoutant herbes et épices, les apothicaires macéraient la sauge, la rue ou l'armoise dans du vin, censé apaiser la fièvre ou stimuler la digestion. Dans certains hôpitaux monastiques, comme celui du Mont-Cassin ou de Clairvaux, des registres mentionnent l'usage de vin de pivoine pour les douleurs thoraciques ou de vin au romarin pour fortifier la poitrine. Les tisanes jouaient également un rôle important, décoction de camomille pour ouvrir les voies ou infusion de fenouil pour dissiper les vents, selon les traités de l'époque. L'alcool distillé, appelé aquavité, fit son apparition dès le XIIIe siècle. Il n'était pas encore un spiritueux tel que nous l'entendons, mais plutôt un distillat approximatif, souvent produit dans les milieux universitaires et monastiques. Le médecin catalan Arnaldus de Vilanova fut l'un des premiers à décrire ses propriétés médicinales. Il recommandait ainsi l'aquavité pour rallonger la vie, stimuler le cœur ou traiter certaines douleurs. Dans un manuscrit de l'université de Montpellier,
On rapporte même qu'un maître en médecine affirma que cette eau ardente pouvait préserver de la corruption, une manière médiévale d'évoquer ses propriétés antiseptiques encore mal comprises. Ces boissons médicinales étaient réservées à une minorité instruite et riche, car les ingrédients, sucre, épices, plantes rares, coûtaient effectivement très cher. Les apothicaires urbains, autorisés par les statuts municipaux, vendaient parfois des sirops fortifiants à base de vin, d'herbes et de miel, que seuls les plus aisés pouvaient se procurer. Certaines recettes, notées dans les inventaires privés, montrent même l'usage d'épices exotiques comme le galanga ou la noix de muscade, preuve de la connexion entre médecine, commerce international et luxe. Même si ces préparations restaient marginales pour la majorité de la population, elles annonçaient l'essor des spiritueux à l'époque moderne. L'aquavité, d'abord médicament, devint progressivement une base pour des eaux de vie plus élaborées. Les élixirs monastiques, aujourd'hui incarnés par des boissons comme la chartreuse ou la bénédictine, trouvent indirectement leur origine dans ces premières expérimentations médiévales où la frontière entre remèdes, boissons et alchimie était encore floue. Les tavernes médiévales étaient des lieux bruyants, enfumés et animés. On y buvait cervoise, bière ou bien vin ordinaire. Les chroniques et poèmes, comme ceux d'Eustache Deschamps, décrivent ces lieux où l'on chantait, riait et jouait, et parfois même on se battait. Dans certaines villes, comme Paris ou Bruges, des plaintes municipales rappellent que les tavernes proches des ponts ou des marchés devenaient si bondées que des rixes éclataient régulièrement. Deschamps lui-même parle de mauvais garçons ivrognes qui perdaient leur solde en jeu de dés. Les autorités surveillaient ces établissements car l'ivresse pouvait mener au désordre. Des règlements encadraient prix et qualité des boissons. En Angleterre, les tenanciers devaient afficher publiquement leurs tarifs et à Londres, on fermait parfois les tavernes lors de périodes de tension politique, et ce, afin d'éviter que les complots ou bien les disputes ne s'y propagent. À Paris, certaines ordonnances interdisaient de jouer de l'argent passé une certaine heure, signe que la boisson, le jeu et la violence formaient un trio redouté. À l'autre extrême, les banquets aristocratiques déployaient une mise en scène spectaculaire. Servir du vin à profusion montrait la puissance de l'hôte. Lors du banquet donné par Charles VI en 1389 pour l'entrée d'Isabeau de Bavière, les chroniqueurs rapportent des fontaines à vin coulant en continu, offertes comme symbole de faste. Dans les cours du Nord, on utilisait parfois des coupes décorées de pierre ou d'émail. Certaines étaient si grandes qu'on les portait à deux mains. Les grands festins se terminaient souvent par des vins épicés. Un banquet bourguignon du XVe siècle mentionne même un service final de dragées au sucre, accompagné d'hypocras chauds, réservé aux convives les plus prestigieux. Boire devenait ainsi un acte social, destiné à marquer son rang, son hospitalité et sa générosité. Dans certains milieux, refuser de boire à la coupe que l'hôte vous tendait pouvait même être perçu comme une insulte. À l'inverse, dans les tavernes, trinquer plusieurs fois était une manière d'affirmer son appartenance au groupe. Entre les banquets réglés comme des cérémonies et les tavernes où la vie se déchaînait, la boisson révélait les hiérarchies, les solidarités et les tensions d'une société entière. Le commerce des boissons animait l'économie médiévale. Comme on l'a vu, Bordeaux exportait son claret vers l'Angleterre. Dès le XIIe siècle, les privilèges accordés par les rois anglais favorisèrent massivement les vins gascons. À l'approche de Noël, des dizaines de navires chargés de barriques descendaient la Garonne pour rejoindre les ports anglais. Les comtes de Londres mentionnent parfois des arrivages si massifs qu'on manquait d'entrepôts pour stocker le vin. La vallée du Rhin, quant à elle, fournissait des vins blancs prisés, en particulier ceux de Worms et de Rudesheim, que les marchands transportaient dans des barges, remontant ou descendant le fleuve selon les saisons. Les anses marchandes diffusaient la bière houblonnée dans tout le nord. Hambourg, au XIVe siècle, devint ainsi un véritable centre d'exportation au point que certaines villes scandinaves imposèrent des taxes spécifiques sur la bière de Hambourg, et ce, afin de protéger leur propre production. Les taxes sur le vin et la bière représentaient des revenus considérables pour les seigneurs et les villes.
À Paris, la taxe du ton-lieu, prélevée sur chaque barrique franchissant les portes, constituait une part essentielle du budget municipal. Le roi de France touchait également des aides et droits royaux sur le vin, perçus dans plusieurs régions et destinés à financer l'administration ou bien les campagnes militaires. En Angleterre, les droits de douane sur les vins gascons représentaient une ressource si importante que l'administration royale envoyait chaque année des inspecteurs pour contrôler les volumes déclarés. Les privilèges commerciaux pouvaient décider du destin d'une région entière. Bordeaux prospéra ainsi grâce à ses exportations, tandis que d'autres régions vivaient de leur cidre ou de leur bière. En Normandie, les registres montrent que certaines paroisses échangeaient leurs tonneaux de cidre contre du sel breton ou des tissus flamands. Justement, dans les Flandres, la bière exportée par les brasseries urbaines circulait jusqu'en Angleterre et dans les principautés voisines, preuve que la boisson était aussi un vecteur d'influence économique. Le commerce des boissons façonnait aussi des routes, des ports et des alliances. Derrière chaque barrique qui traversait l'Europe, il y avait des droits seigneuriaux, des traités, des privilèges et des conflits parfois. Car la circulation du vin ou de la bière n'était pas seulement une affaire de goût, c'était également et surtout une affaire de pouvoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.